On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, à l'émission, tu nous as habitués souvent à nous parler là, dans les derniers jours, de la dernière semaine, de dire, ouais, la campagne de Donald Trump, on dirait que ça lève plus autant de la difficulté à aller peut-être chercher des Américains plus modérés, des gens qu'il faudrait aller chercher. Puis je sais pas si tu as vu ça passer. Une entrevue de Nikki Haley à Fox News me fait dire qu'elle nous a peut-être écoutés, Luc. Peut-être qu'elle écoute Cube puis qu'elle a puisé dans ce que tu dis. Nikki Haley, donc, qui, faut le rappeler, à la convention, sans nécessairement se mettre à genoux et s'humilier complètement, a quand même pris la peine de rallier les gens derrière Donald Trump, qu'elle allait elle-même, donc, voter, bien sûr, pour Donald Trump, après avoir été une farouche opposante à Donald Trump, et elle-même contribuer à mettre de l'avant ou à mettre en lumière le fait qu'il y a un certain nombre d'électeurs, dans certains États, c'était entre 15 et 20% de républicains qui ne voulaient rien savoir de Donald Trump. C'était Haley ou je voterai démocrate à la prochaine élection. Ou encore, ce qui équivaut à voter démocrate, rester chez moi plutôt que d'aller enregistrer un vote. Donc, Oui. effectivement, cette fois-ci, donc, je ne pense pas qu'elle veuille couler les chances des républicains, mais elle n'a d'autre choix, finalement, que de reconnaître que cette campagne-là, au moment où on se parle, il reste 3 mois, mais au moment où on se parle, elle est en difficulté. Ouais, Donald on Trump peut l'entendre. Oui, Ouais, on peut oui, d'ailleurs allons-y, l'entendre. parfait. Écoutons un petit extrait parce qu'elle est à Fox News. Elle est en terrain, amie en plus. Elle se fait Voilà. pas presser par des questions particulièrement difficiles. Mais écoutez ce qu'elle dit. I think that this campaign is floundering on that point. I want this campaign to win. But the campaign is not going to win talking about crowd sizes. It's not going to win talking about what race Kamala Harris is. It's not going to win talking about whether she's dumb. It's not, you can't win on those things. The American people are smart. Treat them like they're smart. We'll tell you. Le peuple américain est brillant. Traitez-les comme s'ils sont brillants. Arrêtez de parler de taille de foule, de race de Kamala Harris. C'est pas là-dessus qu'on devrait faire campagne. J'ai le goût de dire « Wow! » Oui, ça sonne comme logique, mais pourtant, c'est vrai que c'est ça qui se passe dans la campagne en ce moment. Là. Et ce qu'elle dit, ce ne sont pas les mots qu'elle utilise, mais ce qu'elle dit, c'est la recette de 2016 ne fonctionne plus. C'est pas, Donald Trump est pas le nouveau venu, celui de qui on attend beaucoup, celui pour qui on a voté, et ça, je l'ai toujours répété, c'est bien légitime, on a voté pour lui parce qu'on a assez, ou on en a assez, c'est pas la seule fois qu'on a entendu ça dans le monde, mais on en a assez de la politique traditionnelle. On veut avoir quelqu'un qui ne doit rien à personne, du moins en tout cas c'est l'impression qu'on en a, et qui va venir brasser la cage sérieusement. Et on lui a pardonné ou on a laissé aller beaucoup de choses dans le cas de Donald Trump en se disant c'est le meneur, puis malgré ses défauts, les autres en ont. On n'a jamais essayé cette formule-là. Allons-y, grosso modo. Nikki Haley révèle hier, mais tu le répètes, c'est à Fox News. C'est dans littéralement un réseau républicain fondé par et pour des républicains. Elle relève une évidence. Ça ne va pas bien. Et la recette actuelle, il y a un effet nouveauté autour de Kamala Harris. On va voir si elle peut porter ça plus loin. Mais à l'évidence, ça ne va pas bien. Puis écoute, je lisais hier les résultats d'un sondage dont je voulais te parler. Je pense que la Floride va encore voter pour Donald Trump. On va encore voter républicain. Mais il y a un sondage dévoilé, dont les résultats ont été dévoilés par le USA Today, qui montre que dans un État qui est devenu, mais vraiment républicain, ce n'est plus un État pivot, la Floride. Ouais. Kamala Harris n'est plus que 5 points derrière Donald Trump. Et c'est ce qui a étonné le sondeur. Il n'était pas en train de nous dire « Oh, ça va basculer, Kamala Harris va gagner la Floride ». Mais ce que ça montre, c'est à quel point on a progressé. La Floride, là, regardez les dernières élections au niveau de l'État pour le poste de gouverneur, mais aussi pour la législature de l'État de la Floride. Et ça a été un rouleau compresseur républicain. La Floride, si on avait à la colorer selon ses districts ou ses circonscriptions électorales, elle serait pratiquement rouge en entier. Que Kamala Harris, considérée comme une progressiste, ne soit plus qu'à 5 points derrière Donald Trump, c'est un indicateur pour toute la campagne qu'il faut bouger, qu'il faut changer des choses.
Et de ce qui circule dans les médias, il n'y a pas que l'entrevue de Mme Haley qui est fort révélatrice. Les stratèges disent, on n'arrive plus à lui passer le message de, grosso modo, ne faites plus ça. Changez de ton, changez de sujet. Mais qu'est-ce qu'il a l'air à avoir de la difficulté à s'habituer, à s'ajuster au changement de campagne? Et l'autre point, on l'a souligné à de nombreuses occasions, qu'est-ce qu'il a l'air de s'ennuyer de Joe Biden? Je veux dire, on en parlait, je pense, c'est lundi. Cesser les attaques contre Joe Biden, ou en tout cas revenir sur le bilan pour l'associer à Kamala Harris, mais il n'est plus là, Joe Biden. Il ne reviendra pas. Donc, tout ça pour dire, j'aime bien ça. L'extrait de Nikki Haley et ce sondage qui est sorti hier au sujet de la performance démocrate en Floride, je l'ai écrit dans un article il y a une dizaine de jours, je pense. Donald Trump et les républicains, pour récupérer le retard et confirmer une victoire, ils doivent changer à la fois de cible, mais aussi de manière. Et il n'y a personne dans le duo à la tête du parti qui semble enregistrer le message. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a d'autres activités électorales, je les appelle comme ça, là, qui se déroulent. Il y a, entre autres, les primaires démocrates qui se passent. On a vu des membres de ce qu'on appelait le squad, là, ce groupe très, très progressiste du côté des démocrates, qui ont déjà perdu leur siège, mais il y en a une quand même qui s'enligne pour le conserver. Oui, ça va être intéressant de voir les réactions de part et d'autre. C'est Ilhan Omar qui représentait et qui va finalement représenter pour les démocrates le 5e district de l'État du Minnesota. Hier, elle est parvenue à s'imposer. Il faut savoir que dans chaque parti, nous, on couvre souvent le plus spectaculaire ou le plus gros, les primaires pour déterminer quel candidat ou quelle candidate démocrate va représenter le parti à la présidentielle. Mais tout le monde y passe, qu'on soit un représentant ou un sénateur. Il faut bien sûr que les membres du parti aient voté en notre faveur pour qu'on représente notre parti contre les républicains. Donc, Mme Omar, tu le disais, qui est associée à ces progressistes qu'on considère très radicaux, elle vient d'obtenir ce titre finalement. Elle va pouvoir défendre le siège qu'elle occupe présentement. Pourquoi on en parle de celui-là plus que des autres? Parce que ce fameux squad, donc effectivement, il a perdu des plumes. Il y a 2 candidats qui ont été vaincus dans leur propre primaire et on peut penser, puis même je te le confirme, que ça a soulagé le parti dans une année d'élection présidentielle de voir que des progressistes considérés radicaux ont été écartés au profit de gens qu'on trouve plus modérés ou encore plus centristes. Une campagne présidentielle, peu importe le candidat ou la candidate, ça se gagne au centre. C'est pas pour rien que les républicains attaquent Kamala Harris quand on n'attaque pas des trucs bêtes ou superficiels. On a raison de regarder son bilan et il devrait jouer là-dessus. Elle est associée au camp progressiste. Donc, dans les primaires, dans le parcours des primaires, on semble écarter les éléments les plus radicaux chez les progressistes. Le parti est content de ça. Par contre, dans le cas de Mme Omar, c'est particulier et ça va embêter le parti, ça va embêter le candidat à la vice-présidence, M. Walz, et ça peut faire le bonheur des républicains. Ilhan Omar a été réélue, elle va être candidate à nouveau, dans une circonscription où on retrouve une forte réaction à l'attitude et aux actions américaines dans le conflit entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire que c'est là où on exprime le plus de doutes et de critiques sur est-ce qu'Israël en fait assez et est-ce que le gouvernement américain exerce suffisamment de pression pour qu'on porte plus attention aux civils. Le Hamas n'est pas la Palestine, le Hamas, ce ne sont pas les civils, les journalistes ou les travailleurs humanitaires qui sont sur le terrain et qui sont morts. Donc, Ilhan Omar défend ce point de vue-là, et là, elle est dans une circonscription où les voix sont fortes. Donc, elle va revenir à la Chambre des représentants, c'est pas impossible de miser là-dessus, et là, les démocrates doivent composer avec ça. Tasser Ilhan Omar, ça voulait dire qu'on parle moins de ce sujet-là. Maintenant, on doit assumer le coup. Et Ilhan Omar, elle est reconnue pour être ferme dans ses propos, pour y aller de déclarations assez spectaculaires. Et parfois, on s'inquiète chez les démocrates du fait qu'elle puisse rentrer dans le rang, c'est-à-dire être solidaire, se serrer les coudes pour assurer la victoire. Et c'est pas toujours facile parce que les critiques d'Israël sont tout à fait légitimes. Donc, il y aurait pas de raison en temps normal, si ce n'est que les démocrates veulent gagner, puis que c'est pas un sujet qui leur est particulièrement favorable à certains endroits.
Donc, Ilhan Omar, ben, les démocrates vont l'avoir là. On a même interrogé Tim Walz là-dessus. Le gouverneur du Minnesota, là, il commence et c'est normal, il commence à être brassé beaucoup pendant la campagne électorale. On a parlé de son service militaire. On parle maintenant de la transparence dans ses communications. Comment se fait-il qu'on peine à retrouver des textos du gouverneur du Minnesota? C'est un des sujets ce matin dans les médias américains. Puis on dit, wow, c'est pas toujours transparent. Il préfère discuter au téléphone plutôt que de texter ou de laisser des traces écrites de ce qu'il fait. Puis on revient aussi, c'est l'autre gros sujet. Comment a-t-il agi? Comment s'est-il comporté comme gouverneur du Minnesota pendant les émeutes qui ont entouré l'histoire de George Floyd? Donc, maintenant, on lui pose la question. Le Minnesota, vous étiez le gouverneur du Minnesota, et c'est intéressant de voir comment M. Walz répond à tout ça. Parce qu'il y a des questions légitimes qu'on lui pose sur ces différents sujets-là. Puis il dit, ben écoutez, ce n'est que le reflet finalement de la démocratie. Il y a des gens qui ont le droit de s'exprimer. Puis Mme Omar porte les voix des gens qui ont réagi face au comportement d'Israël. Mais donc, certains que les démocrates auraient préféré ne pas avoir à défendre leur aile progressiste, ne serait-ce que le temps d'élection, ne serait-ce que le temps d'assurer la victoire. Et Mme Omar, je pense, a tout lieu de se réjouir parce que c'est un tour de force en campagne électorale pour des progressistes qui sont moins bien vus au plan national ou à tout le moins moins bien vus des indécis, des indépendants ou des républicains déçus. Donc, coup de chapeau si on partage les idées de Mme Omar ou qu'on est Ilhan Omar. Je répète, il y a fort à parier que ça va revenir pendant la campagne. Oui, puis sur le même sujet, il y a une décision de justice qui s'est prise par rapport aux manifestations qu'il y a eu sur les différents campus universitaires. Hein. On a suivi ça, nous autres, ici. L'Université McGill, ça a brassé, mais pas tant que ça comparativement aux États-Unis. On s'entend, Luc? Voilà, dans une cause particulière, c'est UCLA qu'on a porté devant les tribunaux et on reprochait à UCLA essentiellement de ne pas avoir assuré l'accès aux cours à des représentants de la communauté juive. Donc, on a dit pendant les manifestations sur les campus, on a bloqué à l'occasion la circulation et on attaquait UCLA en disant c'était votre devoir de vous assurer que quelqu'un qui est de confession juive puisse assister à ces cours. Et UCLA défendait essentiellement, je résume, je vulgarise, mais il disait non, on n'était pas lié à ça, ce n'était pas de notre ressort. Et il y a un juge qui a dit non, c'est l'équivalent de la discrimination que vous avez pratiquée en ne vous assurant pas que tous les étudiants qui souhaitaient assister à leurs cours puissent le faire. Donc, indirectement, ce qu'on dit, c'est vous avez fait le jeu de ces manifestants qui, haut et fort, parlaient en faveur de la Palestine et critiquaient Israël. Donc, quand on a dit, effectivement, hein, on suivait ça et au plan politique, rappelons que ça a coûté le poste de dirigeant de grandes universités sur la côte est américaine. Pensons à Harvard, pensons à l'Université de la Pennsylvanie, ça a chauffé pour le MIT aussi. Donc, cette question-là, maintenant, on a à l'autre bout du pays, hein, des États continentaux, cette fois, c'est UCLA qui n'a pas parlé de congédier les dirigeants encore, mais qui, devant un tribunal, se fait dire oui à la liberté d'expression, mais oui aussi à l'accès aux cours. Il faut éviter ce qu'on considère comme une forme de discrimination, empêcher des gens de confession juive d'assister à leurs cours. Pendant ce temps-là, on suit moins, tu le disais tantôt, ce que Joe Biden fait maintenant, mais il est encore président. Puis comme il sait qu'il s'en va, là, il est vraiment dans la préparation, Luc, de son legs politique. Hein? Comment on va se souvenir de lui, outre un débat désastreux vers la fin d'une très longue carrière? J'imagine que c'est important pour lui, puis c'est pour ça qu'il reprend sur un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Voilà, écoute, c'est la première fois qu'il voyageait depuis l'annonce de l'abandon de sa candidature, de son retrait de la course, et il s'est rendu dans une université pour pas relancer, mais pour rappeler aux Américains un projet qu'il a mené, qu'il a lancé comme vice-président et dans lequel, depuis 2022, on a investi des milliards de dollars. Et cette cause-là, elle est très personnelle pour Joe Biden parce qu'on sait que son fils est décédé d'un cancer. Ça affectait le cerveau de Beau Biden. Et donc, quand il était vice-président, Joe Biden avait lancé, c'est très américain comme nom, le Cancer Moonshot. Ah, donc, c'est ce projet à grand déploiement
pour financer la recherche et les traitements contre le cancer. Donc, c'est un véritable fléau, le cancer, un peu partout, dans les sociétés occidentales et aux États-Unis. Donc, alors Joe Biden, hier, est revenu prononcer ce discours en disant, donc, une fois de plus, on va investir des millions de dollars là-dedans et on va parvenir à enrayer certains cancers, à les limiter et à offrir de meilleurs soins à ceux qui en souffrent. Donc, je répète, j'ai envie de te dire, c'est le projet probablement le plus cher au plan personnel pour Joe Biden. Et bien sûr, on parle pas de dollars, on parle d'émotions. Il est particulièrement sincère quand il a investi là-dedans. Il est bien entendu avec ce regard sur son legs politique. C'est un peu comme ça qu'il va falloir regarder plusieurs des décisions de Joe Biden. On va le vendre comme l'homme qui a su quitter, hein, malgré l'orgueil et malgré le pouvoir qu'il avait. On va dire qu'il s'est sacrifié pour le parti. Quand on va formuler ça complètement ou plus honnêtement, on va dire Nancy Pelosi et plusieurs autres l'ont poussé dehors. Mais maintenant, donc, il va aller vers, au terme d'une très longue carrière, qu'est-ce que je laisse comme souvenir? Quelles sont mes dernières décisions? Et s'il y a ce Cancer Moonshot, c'est cet investissement massif, regardons 2 autres dossiers pour lesquels il espère des résultats. Bien sûr, ces négociations entre la Palestine, ou plutôt le Hamas et Israël. Et l'autre, pour lequel on a des nouvelles qui sont positives, c'est pas encore majeur, mais c'est positif, la progression de l'Ukraine, ou le dossier ukrainien. Donc, il y a de petites percées en Russie du côté ukrainien. C'est loin d'être à l'échelle de ce que la Russie a accompli sur le terrain ukrainien, mais ça s'accompagne de cette nouvelle, donc selon laquelle les F-16 sont maintenant parvenus en Ukraine et on peut les utiliser. Pour l'héritage de Joe Biden, mais aussi pour les démocrates, tout ce qui est une bonne nouvelle, même timide, du côté de l'Ukraine ou du côté du conflit entre Israël et le Hamas, doit être accueilli positivement. C'est bon, point, pour nos alliés, mais ça rapporte aussi au plan politique. Oui, absolument. Puis ça va être des choses, des dossiers qui sont chauds, actuels, puis qui vont se poursuivre, j'ai bien l'impression, malheureusement, après le départ de Joe Biden. Fait que aussi bien partir avec des bonnes nouvelles de son côté. Luc La Liberté, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Bonne journée. Salut.